donc du recueil de la parole de l'enfant victime. Quand un enfant est signalé comme victime ou vient avec quelqu'un de sa famille directement dans une gendarmerie ou un commissariat de police pour se plaindre d'avoir été victime, et notamment sur la difficile question de la violence sexuelle, en général, on ouvre une enquête. Et donc, la justice et les officiers de police judiciaire, donc les enquêteurs, vont être amenés à forcément interroger l'enfant sur ce qui lui est arrivé. Alors, ça peut avoir l'air très facile de parler avec un enfant qui est devenu un grand adolescent de 15-16 ans, sauf quand cet enfant ou cet adolescent vient d'un institut médico-éducatif, par exemple, auquel cas il a quand même quelques problèmes pour s'exprimer, et ça devient déjà beaucoup plus compliqué. Mais c'est aussi très compliqué de faire parler à un bambin de 4-5 ans de ce qu'on lui a fait sur le plan sexuel, qu'il a dit plus ou moins facilement aussi à quelqu'un de sa famille, ou quelqu'un qui est un professeur des écoles ou une assistante maternelle. Mais la justice a besoin que les choses soient convenablement recueillies parce que la procédure judiciaire en dépend. Et vous savez que si on a fait beaucoup de progrès depuis une vingtaine d'années sur ce sujet-là, si la procédure n'est pas suffisamment consistante, eh bien il va y avoir un classement. Et on sait qu'il y a beaucoup de classements, effectivement, parce que c'est compliqué, ces affaires-là. Les derniers chiffres connus font qu'on a environ 7000 mineurs qui sont signalés ou qui portent plainte comme victimes d'agressions sexuelles. Ça fait quand même énormément. Ce qui veut dire que les enquêteurs ont beaucoup de travail avec ça et que c'est pas forcément facile. Alors justement, nous avons un enquêteur parmi nous qui est M. Féot. Nous avons aussi Madame Brousse, vice-présidente de La Voix de l'Enfant. La Voix de l'Enfant a essayé de faire mettre en application ce qui est la philosophie de la loi de 98 sur les violences sexuelles, qui est beaucoup consacrée aux agresseurs, mais qui comportait un chapitre sur les victimes, qui disait notamment que pour éviter que l'enfant ne passe son temps à répéter la victimisation dont il a été l'objet, on allait enregistrer ses propos, et puis cet enregistrement servirait dans toute la procédure. Sauf que c'est pas si simple que ça, que les choses ne se passent pas aussi facilement que ça. Il a fallu déjà un certain temps pour qu'on arrive à l'enregistrement, ce qui bizarrement a été débloqué quand, pour d'autres raisons procédurales, on a obligé à enregistrer les mineurs auteurs de délits et éventuellement de crimes. L'enregistrement est devenu obligatoire. Comme évidemment ça fait tomber les procédures si on ne les a pas, alors du coup, effectivement, on a équipé, parce que c'était souvent ça, on a équipé les enquêteurs de moyens. Mais pour les enfants, il faut aller un peu plus loin que ça. C'est pour ça que la Voix de l'Enfant a poussé à la création et a créé, fait des efforts, Madame Rose va nous expliquer tout ça, pour qu'on crée des lieux d'audition spécifiques pour aider les enquêteurs à recueillir la parole de l'enfant dans de bonnes conditions. Alors il y en a actuellement 60, mais à ma connaissance, il y a toujours 100 départements français, donc vous voyez qu'on est loin, qu'il y en est partout. Donc il faut en comprendre l'intérêt, il faut en comprendre le fonctionnement. Mais il faut aussi avoir des professionnels. Alors nous avons donc deux professionnels, Madame Gall qui travaille à Évreux et Madame Emery qui travaille à Dieppe. Pour ce qui concerne l'association Lénie, il y a quelque temps déjà une association qui s'appelle En Parler, qui opérait sur Dieppe en prévention déjà, c'est-à-dire aussi en allant faire de l'information sexuelle auprès d'enfants dans les écoles, contrat avec l'Éducation nationale, avait, avec la Voix de l'Enfant, mis en place un lieu d'écoute. Et ils nous ont demandé de prendre le relais, et parce qu'il n'y avait pas de psychologue dans leur association qui pouvait aider les enfants. Élise Emery vous expliquera comment on fait pour ces auditions. Donc, depuis 2 ans, 3 ans, je ne sais plus combien d'années maintenant, nous fonctionnons dans ce lieu d'audition. Alors, vous avez entendu ce matin qu'on a un peu l'habitude des lieux d'audition, parce qu'on en a d'autres, pour d'autres sujets.
et que ça fait tout à fait partie des missions d'une association de protection de l'enfance, nous semble-t-il, d'aider l'enfant à pouvoir parler, surtout quand c'est particulièrement nécessaire. Voilà pour l'introduction. Nous avons, je crois, un petit bout de film pour introduire la table ronde, donc on y va. Elle rencontre les enquêteurs pour la première fois. Une jeune fille de 13 ans qui s'apprête à livrer son témoignage douloureux. Menée par les gendarmes, l'audition sera intégralement filmée. La procédure l'exige. Je ne vais pas te brusquer, je vais te laisser aller à ton rythme. Mais ce qui est important, c'est que tu te sentes à l'aise pour me parler de ces choses-là. Je veux pas que tu bloques. L'adolescente a été victime d'agressions sexuelles. Est-ce qu'on peut dire que... Un homme de 40 ans, proche de la famille, a reconnu les faits en garde à vue. Il a commencé à me faire des bisous dans le cou et sur l'épaule. Sur l'épaule. Est-ce que sa main, à un moment donné, a changé de cap? Non. Non. Quand il est remonté, il n'est pas remonté par devant, aux endroits intimes? Non. Mais après, si. Ah, après. Attends, on n'est pas après encore. C'est bien, là, tu te débrouilles comme un chef. Par rapport à la procédure qui est en cours, on a besoin d'un maximum de renseignements avec des détails très précis pour déjà qualifier l'infraction et pour savoir ce qui s'est réellement passé. Au fil de l'audition, la confiance instaurée par le gendarme libère la parole de l'adolescente. Dis-moi tout naturellement ce qu'il a fait. Il m'a léché la partie. T'as léché le... Comment on l'appelait tout à l'heure? Le minot. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? J'avais envie de lui mettre un coup de jambe. Ouais. Et un coup de poing et de le mettre par terre, mais j'avais peur. Je pense que la première reconnaissance, c'est ce statut de victime. Dire voilà, je suis victime et ce n'est pas de ma faute. Ça, c'est important. Mais ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'explications, surtout avec les jeunes. Les auditions de mineurs se déroulent dans l'enceinte de l'hôpital. À l'issue de l'entretien, la jeune fille consulte aussitôt un médecin. Son père, qui l'accompagne, évoque l'épreuve et le traumatisme subi. Un mal-être, une envie rapide de sortir de cette situation. Colère, non. Colère, non, mais comprendre pourquoi. Pourquoi ? Une éducatrice propose une prise en charge psychologique à l'adolescente et sa famille. Pour les victimes, une première étape vers un long travail de reconstruction. Il y a eu une agression, c'est une parenthèse sur laquelle on va travailler, mais sur laquelle on va travailler pour refermer cette parenthèse. Et refermer cette parenthèse, ce n'est pas fermer le livre, ce n'est pas oublier, c'est passer à un autre chapitre de la vie de cette adolescente, qui passera effectivement par une audition ici, qui passera par un moment judiciaire à un moment donné, qui passera aussi par des phases de reconstruction, de travail éventuellement avec un psychologue de notre service, ou par un travail avec la cellule familiale dans son ensemble. Depuis le début de l'année, 353 mineurs ont été auditionnés pour des faits de violence ou d'agression sexuelle dans le département de l'Ain. C'est 20% de plus que l'an dernier. Bien, voilà, j'allais dire le débat est lancé en quelque sorte. Je vais passer le micro à Martine Brousse. Merci Jean-Luc, merci cher Président, et très heureuse d'être parmi vous et d'être entourée aussi de deux psychologues, l'une de Dieppe, à Dieppe, sous une unité d'accueil portée avec la voix de l'enfant, et Évreux. Et nous avions un magistrat ce matin aussi qui reconnaissait le bien fondé d'une unité d'accueil dont elle a pu bénéficier quand elle était juge d'instruction dans le cadre d'audition. Alors, moi j'aurais envie de doublement vous féliciter, d'une part d'organisation de cette journée, et puis aussi du thème, parce que, comme tu l'as dit Jean-Luc, c'est vrai, la loi de 98, c'est-à-dire qu'elle a 20 ans aujourd'hui. En juin, nous avons fêté les 20 ans de la loi du 17 juin 98, et qu'on s'aperçoit que le chemin va être encore long, parce que, comme tu l'as dit, 60 unités, tu parles du département, alors que nous souhaitons
soit des unités dans toutes les juridictions. Donc ça veut dire plus de 180. Vous voyez qu'on a encore un bout de chemin à faire. Et puis je crois qu'il y a la vice-présidente, donc je vais me retourner vers la vice-présidente en disant, en faisant un vœu tout de suite, avant même d'approfondir l'intervention, que ce serait formidable si Rouen ouvrait une unité, puisque en fait quand je prends la route de Normandie maintenant, je commence par Évreux, je fais un petit détour par Lisieux. J'ai passé Rouen, malheureusement, je n'ai pas pu m'arrêter là, parce qu'il n'y en a pas. Mais sinon, c'est Évreux, Lisieux, Caen, Dieppe, Cherbourg, Saint-Lô. Je crois que j'en ai pas oublié. Argentan, voilà, la dernière étant Argentan. Et donc, vous voyez que votre région, en tous les cas, est largement couverte en unité, qu'on serait vraiment... avec beaucoup d'intérêt, surtout pour les enfants, si une unité pouvait s'ouvrir à Rouen. Alors, on a donné là quelques chiffres. Sachez qu'aujourd'hui, en 2017, sur les 60 unités, à l'époque il y en avait 58, les unités ont réalisé pratiquement 7000 auditions. Donc, vous vous rendez compte, uniquement sur 58 unités d'accueil. Donc ce que représenterait, si nous avions des unités dans toutes les juridictions, ça dépasse largement les 7000, et de loin. Donc, pourquoi des unités? Eh bien, en 1997, d'abord, en 1997, M. Toubon, qui était garde des Sceaux à l'époque, aujourd'hui défenseur des droits, avait donc engagé une réforme en matière de prise en charge des délinquants sexuels. Et lorsque il y a eu un changement de gouvernement soudain, puisque dissolution de l'Assemblée nationale, Mme Guigou a été nommée garde des Sceaux et nous avons eu l'occasion précédemment de travailler avec elle sur d'autres sujets. Et quand elle a pris son mandat, nous avons été la voir en disant il faut aussi, puisque vous voulez aborder la question du mineur victime dans le projet de loi, il faut aussi donc parler de son audition. Et vous savez, c'était l'époque, dans les années 97-98, où beaucoup de mères, de mamans partaient avec leurs enfants en Belgique ou en Suisse, puisqu'elles considéraient que la parole de leur enfant n'avait pas été entendue, que leur enfant n'était pas reconnu comme victime, et très souvent, pour fuir, un père, un compagnon qu'elles considéraient comme un agresseur pour leur enfant, elles quittaient la France. Et donc nous avons recherché pourquoi et qu'est-ce qui se passait dans les réponses qui étaient apportées à ces enfants, d'abord, avant même des mamans, à ces enfants, et pourquoi leurs paroles n'étaient pas entendues, n'étaient pas reçues, n'étaient pas comprises. Et un des constats que nous avons fait à l'époque était celui que l'enfant, quand il arrivait dans un commissariat de police ou une gendarmerie, il n'était pas accueilli comme une victime. Il était souvent accueilli comme un auteur, comme un petit délinquant, qui venait mettre en cause quelque chose qui était insupportable. Comment est-ce qu'on peut venir dénoncer son père, le frère, le grand-père, le voisin, l'ami de la famille, le curé? Ça, c'est insupportable. Et puis, on a constaté quand même que les deux seules victimes, aujourd'hui encore malheureusement, qui vont directement dans un commissariat de police ou une gendarmerie, c'est l'enfant qui révèle des violences sexuelles ou la femme qui révèle des violences sexuelles. Toutes les autres victimes, elles vont d'abord à l'hôpital. Et c'est la police ou la gendarmerie qui sera à leur chevet. Même dans le cadre d'une personne, un enfant renversé sur la voie publique, même sans plaire par an, on va l'emmener aux urgences pour vérifier que... Et la police va venir à son chevet pour recueillir ce qui s'est passé, sa parole sur ce qui s'est passé. Or, pourquoi les violences sexuelles? Cette parole-là, elle doit être recueillie dans un commissariat de police ou une gendarmerie. Certes, il n'y a pas de plaie apparente, mais il y a une plaie intérieure. Et comme pour nous, dès le départ, toujours, l'enfant, quand il parle, il dit sa souffrance, il dit donc sa vérité. C'est un élément de preuve, parmi d'autres, qui n'aboutira peut-être pas à la vérité judiciaire. Il n'en reste pas moins qu'il dit sa vérité. Et ce matin, ça a été dit à plusieurs reprises, qu'est-ce que nous faisons de cette parole de l'enfant? Qu'est-ce que nous faisons et comment nous interprétons? Est-ce que nous les interprétons par rapport à nous, de ce qu'on a envie d'entendre, de ce qu'on a envie que soit cette affaire?
Ou est-ce qu'on va accueillir cette parole comme un élément de preuve qui va enclencher une enquête? Et donc, pour nous, recueillir cette parole, il n'y avait pas besoin d'aller au commissariat de police ou à la gendarmerie. Et pour comprendre cette souffrance de l'enfant, quel est le lieu le mieux adapté? C'était la pédiatrie. Et c'est comme ça que nous avons proposé à l'époque à Madame Bigou 3 sites pilotes en centre hospitalier, considérant que si vous avez mal aux dents, vous n'allez pas chez le cordonnier. Donc, un enfant qui souffre, il doit d'abord être amené auprès des gens qui ont la compétence de comprendre quels sont les éléments qui provoquent cette souffrance. Alors, bien entendu, il n'est pas du tout question que le médecin joue l'enquêteur, le gendarme, le policier, ou même le magistrat. Pas plus que le gendarme ou le policier doit jouer le psychologue ou le médecin, et inversement. Donc nous nous sommes dit, il faut absolument qu'on mette un groupe pluridisciplinaire en place pour réfléchir à ce que l'on pourrait adapter au mieux aux besoins de l'enfant qui fait des révélations. Et c'est comme ça que, en 1999, nous avons pu ouvrir 3 unités d'accueil, 3 sites pilotes. Le premier à Béziers, en janvier 1999, pardon. Ensuite, Saint-Nazaire, et nous devions ouvrir Lyon. Nous n'y sommes jamais arrivés, toujours pas. On a essayé, retenté, donc nous avons ouvert Mâcon. Dans les unités qui existent, je n'irai pas plus loin sur l'enfant, parce que je suis entouré de 2 personnes compétentes qui travaillent dans les unités et qui ont toute cette compétence sur la psychologie, le traumatisme de l'enfant. Mais moi, je vais juste vous parler de comment fonctionnent ces unités. Ces unités, elles sont pluridisciplinaires. Ou aujourd'hui, j'aurais envie de dire, elles sont pluriprofessionnelles. Ce qui est mieux, parce que pluridisciplinaire, peut être pluridisciplinaire même dans une même corporation. Pluriprofessionnelle, ça montre bien que cela nécessite de travailler en reconnaissant le rôle et la compétence de l'autre. Il est policier, gendarme, magistrat, psychologue, médecin, pédiatre, médecin légiste et autres intervenants, travailleurs sociaux. Et chacun va être dans ce rôle et va apporter une réponse adaptée ou la moins mal adaptée, en tous les cas, vu la souffrance de l'enfant, à l'enfant. Et c'est en mettant ensemble ces compétences que ces unités aujourd'hui apportent une réponse. Alors, ce n'est pas la réponse universelle, la mieux peut-être encore, il y a sans doute encore beaucoup à faire. Ce qui est sûr, c'est que l'enfant qui fait des révélations, là où il y a une unité, elles ne sont pas uniformes, je vous le dis tout de suite, chaque unité a sa spécificité. Je peux vous assurer, on a fait une formation il y a quelques semaines à Caen, en réunissant toutes les unités pour former des formateurs, et j'en dirai 2 mots tout à l'heure. Chaque unité a vraiment sa spécificité. Ce qui est sûr, c'est que la toile de fond, elle est, on va à l'enfant. Et ce n'est plus l'enfant qui va vers tel ou tel professionnel, que ce soit pour une information, que ce soit pour un soin, que ce soit pour déposer sa parole. Voilà, il arrive, il est accompagné à l'unité d'accueil, donc à l'hôpital. Il est accueilli par une personne référente quand c'est possible. À Évreux, il y en a une. À Dieppe, il n'y en a pas encore, ça va venir. Vous voyez, donc c'est déjà un peu différent. Nous savons aujourd'hui qu'il faut une personne référente dans chaque unité. Donc il est accueilli par une personne référente. S'il est accompagné par ses parents, les parents, pendant l'audition, s'entretiendront avec la personne référente. On lui fait visiter la salle d'audition, qui est une petite pièce, avec une caméra en coin, des micros incorporés au plafond, une table en verre. Alors la table en verre, là aussi, on est parti des besoins de l'enfant. C'est-à-dire qu'un jour à Niort, le docteur Zelensky nous appelle en disant heureusement qu'on avait de bons micros, sinon on aurait raté l'audition. Je lui dis qu'est-ce qui se passe? L'enfant il est passé sous la table. Alors c'était une table en bois, ronde, l'enfant il est passé en dessous. Alors, comme c'est du matériel professionnel, c'est vrai qu'on entend la parole de l'enfant, on entend ce qu'il dit, mais on ne le voit pas. De ce jour-là, nous avons décidé que les unités qui avaient des tables hautes, on mettait des tables rondes en verre. C'est très intéressant,
Parce que vous voyez toute la gestuelle des enfants, même s'ils ne passent pas sous la table. Vous voyez les pieds qui se tordent, vous voyez les mains qui se tordent. Vous voyez tout d'un coup comment ils se tétanisent. Et plus encore, il y a quelques mois, à Pontoise, il y a une table en verre, ronde en verre. Et puis il y a un pied évasé comme ça, en alu, comme une glace. Et un jour, il y a quelque temps, un enfant est passé sous la table. Il ne voulait pas parler. C'était un de vos collègues, gendarme. Il s'est assis en tailleur, et le gendarme s'est penché comme ça, et la tête du gendarme se reflétait dans le pied de la table. Et l'enfant a fait toute son audition en parlant au pied, au gendarme, mais il ne le regardait pas, il lui parlait. Donc au fur et à mesure, vous voyez, on aménage même tout ce qui va permettre à l'enfant de pouvoir parler. Cette petite salle, elle est jointe à cette petite salle une autre pièce, comme vous avez pu voir, à Bourges, et il y a une vitre Santa entre les deux. L'autre pièce, c'est la pièce technique, où il y a tout le matériel d'enregistrement. C'est une borne numérique qui enregistre. Il y a 2 graveurs DVD, ce qui fait que dès que l'enregistrement est fait, toc, il n'y a plus qu'à appuyer, ça grave tout de suite. CD irréversible, hop, ça part, un sous-CD, un libre pour les magistrats, ensuite s'il y a ouverture d'instruction, la défense et les parties civiles, et si besoin, bien entendu, s'il y a procès, pour une projection pendant le procès, si c'est nécessaire et si c'est demandé. Ce matériel, c'est un matériel professionnel. Ce n'est plus acceptable de voir ce que nous voyons dans les procès, puisque la voix de l'enfant est partie civile dans de très nombreux procès, et trop souvent encore lors de procès où l'enfant a été auditionné, soit en gendarmerie, même si des efforts ont été faits avec les salles Mélanie, et Dieu sait s'il y a eu des efforts de fait, mais dans des commissariats de police avec la webcam qui tombe, qui se remet en marche, qui va retomber, il faut véritablement que les enfants, que cette parole de l'enfant soit recueillie dans les meilleures conditions possibles. Je parle du technique parce que quand vous entendez, j'ai vu une audition il y a quelques mois, où vous entendez le policier qui tape en même temps. Donc il s'arrête, alors c'est filmé, ah oui, ça dure 2h30 l'audition, parce qu'il tape, l'enfant parle, il arrête, il recommence, il tape, il recommence, il arrête, il recommence, bon, voilà, et ça dure 2h30. Les unités d'accueil, c'est aussi le fait de pouvoir protéger un enfant qui a des difficultés de parler, un enfant qui va avoir des réticences. Les psychologues vous diront un petit peu comment ils travaillent. Elles travaillent pour aussi faciliter la parole de l'enfant. Mais les unités, c'est aussi un lieu protecteur et sécurisant. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare que dans une année, une ou l'autre des unités, les enquêteurs décident, avec une réflexion avec le psychologue, le pédopsychiatre, le pédiatre, d'hospitaliser l'enfant. Parce qu'il y a des choses qui nécessitent un temps, et un temps où il va être mis à l'abri de son milieu familial. Et nous avons pu voir à plusieurs reprises que ce temps de mise à l'abri permettait à l'enfant d'exprimer à l'aide-soignante, à l'infirmière, des éléments de ce qu'il avait vécu, des éléments de sa vie, des agressions qu'il avait subies, qu'il n'avait pas pu dire pendant l'audition. Donc, cette parole, elle est recueillie et elle est transmise par un petit rapport qui est fait et transmis aux enquêteurs et ensuite au procureur. Donc c'est aussi la possibilité de le mettre à l'abri, puis c'est aussi, comme vous avez pu le voir, prendre rendez-vous après, 15 jours, 3 semaines, dire à l'enfant qu'il peut revenir, et s'il a besoin, et moi je me souviens, c'était à Saint-Nazaire, il y a un enfant qui a dit, c'était Anne Groslo, qui était une des premières assistantes sociales, personne référente de l'unité, et qui lui a dit, attends, le malade c'est pas moi, c'est lui, alors c'est lui qu'il faut soigner. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que cet enfant, quelques mois ou quelques années après, eh bien, n'avait pas besoin d'un accompagnement aussi. Donc ça permet aussi de suivre les enfants, parfois les unités des pertes de vie, puis parfois ils reviennent. Et donc là aussi, l'équipe peut avoir les éléments et reprendre cet enfant comme s'il était venu la veille. Alors, juste pour finir, parce que je vais laisser la parole, il faut arrêter de dire que ces unités, que l'enregistrement, que la loi du 17 juin et suivante, etc., permettent
d'entendre une seule fois l'enfant. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et en plus, c'est pas possible. Surtout s'il y a une enquête, s'il y a ensuite une instruction. Notre combat aujourd'hui, c'est pas celui de dire il faut entendre qu'une seule fois l'enfant. Notre combat, il a été abordé tout à l'heure, c'est de faire que les magistrats, d'abord le parquet, et ensuite les juges d'instruction, visionnent ces auditions. Car sinon, ça ne sert à rien. Alors c'est une culture de papier, c'est vrai, mais dans quelques années, il n'y aura plus de papier. Donc il va bien falloir qu'ils s'y fassent, hein, les magistrats. C'est ce qu'on dit à l'école de la magistrature de temps en temps. Il faut que vous preniez le temps. D'autant plus qu'on a pu comparer les auditions dans les unités d'accueil et les auditions dans les commissariats de police ou les gendarmeries, c'est le double ou triple de temps. C'est-à-dire que la moyenne des auditions en unité d'accueil, c'est entre 20 et 45 minutes, parfois 1 heure, ce qui est rare. En gendarmerie ou en commissariat de police, ça peut aller de 1h30 à 4 heures. Ça peut aller, vous avez tous entendu parler de cette affaire du petit Bastien, ce petit garçon qu'on a mis dans une machine à laver. Hein. Sa petite sœur, sa grande sœur, 2 ans de plus, donc il avait 3 ans, elle avait 5 ans, hein, qui a tout vécu. À 21h, on l'emmène en gendarmerie et on l'auditionne jusqu'à 23h50. 23h50, 5 ans. Il y aurait eu une unité d'accueil. Elle aurait été amenée à l'unité, on aurait dit il n'y a pas d'urgence, il n'y avait rien de plus. En plus, on est persuadé, nous aujourd'hui, on connaît bien le dossier parce que malheureusement on a fait la première cour d'assises, on a fait l'appel, donc on a eu à travailler dessus. On est persuadé que si cet enfant avait pu se reposer après ce qu'elle avait déjà vécu, d'entendre son frère tourner dans la machine à laver, de voir sortir mort et autres, avait pu se poser dans un lieu sécurisant, protecteur, avec des gens qui auraient été dans l'empathie avec elle, l'audition le lendemain aurait sans doute apporté d'autres éléments que ce qui a pu être apporté. Donc, ce qui est important, c'est que les magistrats visionnent. Et qu'ensuite, comme le font beaucoup de médecins légistes, quand il y a besoin d'un examen médico-légal, dans un certain nombre d'unités, le médecin légiste visionne d'abord l'audition avant d'examiner l'enfant, pour ne pas lui faire de redire, car redire c'est revivre. Donc il faut absolument, et ça c'est notre combat, qu'après au cours de l'instruction, un magistrat ait besoin d'avoir une ou deux questions pour préciser des choses. Oui, c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas qu'une. Hein, l'enfant peut être réentendu. Par contre, ce qui est intolérable aujourd'hui, et c'est le combat actuel en continuant à démultiplier, à déployer les unités que mène la voix de l'enfant, ce sont les confrontations. Il faut que vous sachiez que même si beaucoup de magistrats aujourd'hui disent « nous, on ne veut pas de confrontation », on fait en sorte, et le magistrat tout à l'heure disait « moi, je refuse ». Je dis « oui, vous refusez ». Mais combien de confrontations dans les commissariats de police et combien de confrontations dans les gendarmeries? C'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on veut bien nous dire. Donc la voix de l'enfant a mis en place ce qu'on appelle, on l'a créé, des salles de confrontation protégées. C'est-à-dire que nous sommes avant tout des défenseurs des droits de l'homme. C'est parce qu'en défendant le bien et en nous battant pour la défense des droits de l'homme, on défendra les droits de l'enfant. Donc, défendre les droits de l'homme, c'est respecter les droits de la défense. Donc, la défense demande une confrontation, d'accord, en gendarmerie, en commissariat de police. Mais protégeons l'enfant. Donc, nous avons créé ces salles de confrontation où maintenant, le dernier modèle, le plus ancien est en Angers, donc je vais donner le dernier modèle, c'est l'enfant revient à l'unité d'accueil, donc il connaît l'unité d'accueil, il connaît l'équipe qui va l'accueillir, donc il n'est pas perdu. Et je rappelle que ces enfants victimes sont des enfants, certes, parce que dans les détracteurs, on nous disait mais l'hôpital c'est pour les enfants malades. Non, l'hôpital c'est aussi pour des enfants blessés. L'enfant victime est un enfant blessé, l'enfant témoin est un enfant blessé, donc sa place est bien à l'hôpital. Donc l'enfant revient à l'unité d'accueil, il est accueilli, et il y a un système en visioconférence au commissariat de police ou à la gendarmerie, parfois même dans certains tribunaux. À Saint-Lô, j'étais vendredi dernier, ça y est, ça fonctionne. Donc, si le juge d'instruction a besoin, parce que c'est rare, mais surtout pour les adolescents ou les adolescentes, c'est plus difficile de refuser à la défense une confrontation, donc, à ce moment-là, le mineur revient à l'unité d'accueil
et la confrontation se fait, il est protégé. Et si un enfant dit qu'il ne veut pas voir le visage, on a mis un système en place qui fait que l'écran se ferme, il ne voit que l'enquêteur ou que le juge d'instruction. Voilà. Donc au fur et à mesure, si vous voulez, on aménage. Et puis, le dernier point qui est essentiel, tout ça peut fonctionner que si les professionnels sont des professionnels volontaires, et je dis bien volontaires, et formés. Dans d'autres pays, comme la Belgique par exemple, on travaille beaucoup avec les Belges, tous les enquêteurs sont formés. Mais tous les enquêteurs formés sont volontaires, car être formé et ne pas être volontaire, ça ne sert à rien. Il faut véritablement vouloir aller vers ces enfants sans a priori, sans se dire, comme j'ai encore entendu il n'y a pas très longtemps, ils mentent. On part du principe qu'ils mentent, alors à nous de chercher la vérité. Ouais, ben si on part de ce principe-là, c'est pas gagné encore. Hein. Donc il faut véritablement qu'on mène des formations, ce que nous faisons avec Valérie et tout un groupe de professionnels, pluriprofessionnels. Nous formons des formateurs dans les unités d'accueil. Et ces formateurs, dont vous êtes formés, pour aller ensuite former les intervenants auprès des enfants. Parce qu'on ne peut pas former des enquêteurs de la même façon que former des travailleurs sociaux ou des enseignants ou des animateurs ou même des médecins. Ce n'est pas la même formation. Les enquêteurs doivent être formés selon le protocole Nietzsche, c'est-à-dire l'enregistrement qui est passé est un vieil enregistrement, parce que je sais qu'aujourd'hui la gendarmerie, pour intervenir moi-même à Rony, fait tout à fait différemment, et les policiers aussi, avec la méthode Nietzsche, c'est-à-dire qu'on ne dit pas à l'enfant, c'était ta main en haut, en bas, qu'est-ce qu'il t'a fait? Voilà, la parole de l'enfant, on libère la parole de l'enfant dans sa vie quotidienne, et ça vous en parlerez, et je vous laisse cette partie. Voilà, il ne peut pas y avoir de recueil de la parole de l'enfant, de prise en charge de l'enfant victime, sans un travail pluriprofessionnel, sans des personnes qui soient volontaires et sans une formation adaptée et adaptée au regard des compétences de chacun. Merci Martine. On va passer la parole à M. Féault. Je vais juste faire une parenthèse parce que tu as fait une allusion au protocole Nice. Je ne suis pas sûr que tout le monde sache de quoi il s'agit, donc je vais me permettre de l'expliquer, parce que moi j'avais traduit ce protocole pour le ministère de la Justice en 2002 dans un rapport de recherche, et qu'ils n'en ont rien fait. Jamais désespéré. Ben non, il ne faut jamais désespérer. C'est surtout que Mireille Cyr, qui est une chercheuse canadienne, a fait un bouquin sur le sujet. Elle l'a traduit à la même époque que moi je l'ai fait. Et comme elle vient du Canada, il n'est bon bec que de Québec, et à ce moment-là, on a compris que c'était intéressant. Comme quoi, si je l'avais publié au Canada, peut-être que... mais on l'aurait eu plus tôt. C'est un protocole, alors c'est NICHD, c'est-à-dire que c'est l'agence nationale américaine pour le bien-être des enfants, qui a demandé à un groupe de chercheurs de faire ça. Et c'est un protocole où c'est une espèce de déroulement de comment on doit mener l'entretien au fur et à mesure pour amener l'enfant à raconter spontanément et sans qu'on le questionne ce qui lui est arrivé. Ce qui veut dire qu'il faut partir de récits sur des événements de vie anodins de l'enfant, plutôt agréables, son anniversaire, le dernier Noël, etc. Et puis on va dérouler. Et alors le protocole, et c'est pour ça qu'il faut l'apprendre, est construit en disant si l'enfant se comporte comme ça, alors on passe là, s'il fait comme ça, alors on passe là. C'est-à-dire qu'il y a aussi un espèce d'arbre de décision qui permet effectivement de guider celui qui auditionne l'enfant en disant comment on va réussir à amener jusqu'au bout. Et on en profite aussi pour vérifier le rapport de l'enfant à la réalité. C'est-à-dire comment il peut comprendre qu'une perception est plus ou moins exacte, comment il perçoit effectivement les choses. Donc il y a un ajustement entre la demande de l'enquêteur, de l'auditionneur, et la façon dont l'enfant réagit. Et c'est tout l'intérêt de ce protocole, mais ça demande quand même d'avoir un peu travaillé pour pouvoir le manier correctement. La parole à l'officier de police judiciaire, M. Féault. Merci d'avoir pris de votre temps pour venir nous parler donc de vos pratiques d'enquêteur et de ces lieux d'audition auxquels vous avez recours. Merci beaucoup. Alors
Je vous préviens tout de suite, moi je ne suis pas un grand orateur, contrairement à tous ceux qui m'ont précédé. D'habitude, j'observe, j'écoute, c'est mon point fort. Là, je suis obligé de parler. Donc soyez très indulgents, s'il vous plaît. On a entendu beaucoup de choses depuis ce matin, beaucoup de choses intéressantes. Avant de développer mon propos, je vais déjà vous dire ce que c'est finalement une audition mineure victime, ce qu'on appelle une audition Mélanie. Ça peut être bon de le préciser. Il s'agit d'une procédure de recueil de l'audition du mineur victime, prévue par la loi, pour des infractions spécifiques. Et ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais finalement, dans l'audition du mineur victime, il y a une dizaine d'infractions qui sont visées. Pour tout le reste, c'est pas prévu. Alors ça ne veut pas dire que l'enfant n'est pas victime, mais ça veut dire qu'il ne rentre pas dans le cadre de ce protocole d'audition victime. Et donc il n'y a pas c'est pas filmé, il n'y a pas de présence de psychologue, voilà. Et donc, ces infractions, c'est notamment des cas de viol, agression sexuelle sur mineurs. Un enregistrement audiovisuel est réalisé de l'ensemble de l'audition. Il a pour but d'éviter aux mineurs le traumatisme de narration multiple, ça on y reviendra, de figer tous les éléments verbalisés, ainsi que les attitudes, et surtout d'attester du comportement neutre de l'enquêteur. Et c'est là, finalement, où c'est très compliqué de procéder à une audition mineure, c'est qu'on se rend compte que dans la plupart des auditions, 80% du temps est monopolisé par l'enquêteur. C'est le fait de poser des questions, de demander des précisions. L'enquêteur, involontairement, va monopoliser la plupart du temps de parole. Alors que là, finalement, le grand principe, c'est d'écouter. C'est d'écouter ce qu'a à nous dire l'enfant. J'ai entendu parler des classements sans suite tout à l'heure. C'est pas forcément un échec, un classement sans suite, hein, attention. Un classement sans suite, enfin, il est arrivé régulièrement qu'on entende des mineurs qui finalement devaient exposer une vérité, mais qui ne rentraient pas forcément. C'était pas une infraction à caractère sexuel. Et le fait de procéder à cette audition a pu laisser apparaître des choses voilà, qui ne devaient pas être une procédure pénale. Bref. Donc, là, je vais vous parler de Dieppe, et clairement de Dieppe, parce que c'est là où je travaille. Il y a un protocole qui a été mis en place avec l'UNAMIV, et finalement, tout ce qui a été mis en place sous la direction du procureur de la République, ça concerne le TGI de Dieppe. Nous, le but du jeu, c'est sur chaque comité de brigade de gendarmerie qu'il y ait à minima un personnel formé aux auditions mineures. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte effectivement que fut une époque, le pauvre permanent qui était planton dans une brigade quelconque, qui recevait à 17h59 un jeune enfant couvert de brûlures de cigarettes et sa maman qui venait dénoncer des faits, ben, il était déjà pas dans les meilleures conditions pour recueillir ces déclarations-là. Et puis l'enquête pouvait être bâclée avec tout ce que ça amenait derrière. Personnel formé, alors en quoi consiste la formation ? La formation, c'est une semaine au CNFPJ à Rosny-sous-Bois. Alors en une semaine, je vous garantis, on va apprendre beaucoup de choses, mais on ne va pas passer de l'enquêteur moyen à Superman. Clairement, en une semaine, on apprend beaucoup de choses. C'est la base, mais oui, c'est la base, quoi. Clairement, qu'est-ce qui va faire qu'on va évoluer ou non, d'ailleurs ? Ça va être la pratique, ça va être le fait de partager ses expériences avec ses collègues, et notamment, quand c'est possible, avec des professionnels, que ce soit les psychologues, les médecins, le légiste, ça va être le dialogue, et ce dialogue-là, malheureusement, il n'y a rien qui est mis en place si on ne fait pas la démarche de se renseigner. Alors, vous parlez du protocole ANIST, c'est pas la première fois que j'en entends parler. Moi, ma formation, elle date de 2008 ou 2009. Voilà, non seulement je suis pas à jour, clairement. Donc, par contre, voilà, je continue à procéder à des auditions mineures, et puis je continue à témoigner devant des jurés de cour d'assises, et quand on doit en prendre plein la bouche parce que ça n'a pas été bien fait, ou voilà, c'est bibi, quoi. Donc oui, la formation, c'est important. Moi, j'aimerais bien, c'est qu'il y ait un recyclage qui se mette en place. Parce que former, ok, moi je suis formé 1.0, et je trouve anormal, finalement, que je sois obligé de demander à mes collègues qui ont été formés dernièrement de bien vouloir me faire la mise à jour, alors que même s'ils ont été bien formés, eux n'ont pas la pratique. Donc oui, voilà, c'est compliqué.
Donc pour en revenir à Dieppe, nous on a un fonctionnement bien précis. On va être saisi soit directement par soit transmis, c'est-à-dire qu'on a un joli fax des années 70 qui va réceptionner un petit document marqué bien vouloir procéder en urgence à l'audition du jeune untel pour des faits d'attouchement de la part de machin, délai 15 jours. Et puis, maintenant, il est spécifié, vous pouvez demander l'assistance d'un psychologue. Voilà. Donc, à partir de là, une fois qu'on a reçu ce beau soit transmis, donc, il y a le pauvre gendarme X ou Y, enfin le policier, qui va être désigné directeur d'enquête. Donc, le patron de la boutique va lui dire ben voilà, tu as 15 jours pour faire ça, n'oublie pas de rentrer ça en statistique, et puis fais ton boulot. Quoi. Alors maintenant, ce qui est intéressant, et nous, ce qu'on a mis en place, c'est que finalement, le directeur d'enquête, c'est pas lui qui va procéder à cette audition mineure. Lui, il va se concentrer sur tout ce qui doit être fait avant, c'est-à-dire recueillir les auditions des les premiers qui ont eu à entendre finalement la parole du mineur. Il va faire l'environnement, savoir à qui on a affaire, quelle famille, pourquoi, est-ce qu'il y a des antécédents judiciaires. Ce directeur d'enquête, il va se rapprocher d'un des 5 personnels qui a été formé audition mineure, qui va, en fonction de ses disponibilités, gérer cette enquête-là, enfin gérer la phase audition. Donc pour ce faire, il va déjà prendre connaissance du soit transmis, de ce qui a été fait, surtout de ce qui n'a pas été fait. Et voilà, et ce que j'insiste là-dessus, c'est qu'on va demander d'avoir un maximum d'informations avant de commencer cette audition mineure. Tout du moins, c'est comme ça que je procède. Certains veulent ne rien connaître de l'affaire, chacun a son point de vue. Une fois qu'on a tous ces éléments-là, on va se caler donc, avec la pédiatrie à Dieppe pour connaître la disponibilité des locaux, avec l'UNAMIV pour connaître la disponibilité des psychologues. Et puis, une fois que tout ça s'est calé, c'est parti, quoi, on y va. On va réceptionner... alors, on partage intelligemment les informations avec le psychologue avant cette audition. Pourquoi parce qu'on va être amené à travailler ensemble, on va être amené à essayer de connaître la vérité, s'en rapprocher le plus possible. Donc voilà, on communique certaines informations et on s'arrange pour se réunir un petit peu avant l'arrivée du mineur. On va se caler sur comment on va procéder. Et dans un premier temps, donc, Élise ou Héloïse, les 2 psychologues qui travaillent, vont réceptionner le mineur et sa famille, enfin son accompagnant, pas sa famille, parce qu'on a tellement de familles, l'auteur fait partie du lot. Donc son accompagnant va être réceptionné dans un local donc, qui est gracieusement mis à disposition par l'hôpital, parce que pour l'instant il n'y a rien de prévu sur Dieppe, c'est un peu compliqué. L'enquêteur, pendant ce temps-là, est avec le directeur d'enquête, il va organiser la salle d'audition, donc vérifier que tout le matériel fonctionne, et puis voilà, se caler sur qui fait quoi. Donc, moi, le directeur d'enquête reste derrière la vie de Santin, je lui demande de se rappeler tous les éléments importants de la procédure, et puis de voir si moi, les questions que je vais poser tout au long de l'audition, il ne manque rien. Clairement, le but du jeu, c'est qu'on sort de l'audition, qu'on ait un maximum d'éléments qui aient été éclaircis. À l'issue, l'enquêteur, celui qui va procéder à l'audition, réceptionne le mineur et son accompagnant, la psychologue, on fait visiter les locaux, on explique bien le rôle de chacun, et, élément très important, je demande l'autorisation au mineur et à son accompagnant, est-ce qu'ils acceptent qu'on procède à l'audition filmée? Parce que quelque chose qu'il ne faut pas oublier, si le mineur refuse cette audition, ne veut pas être filmé ou enregistré au niveau sonore, et ça reste une victime. Il a le droit de ne pas être auditionné, quoi. On n'est pas dans une garde à vue. Chose importante que je n'ai pas précisée également au départ, je n'ai pas le droit de procéder à une audition mineure d'initiative. Ce n'est pas une décision qui appartient à l'officier de police judiciaire. C'est le procureur de la République, enfin, ou le parquet, qui me donne cette autorisation. Mais le dernier à décider, finalement, c'est le mineur, clairement. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait visiter les locaux, j'ai obtenu cet assentiment. Le directeur d'enquête est toujours derrière sa vie de Santin. Alors, je vais peut-être pas être d'accord avec le docteur Gall, mais moi, je fais venir la psychologue avec moi dans le local d'audition.
Alors, par contre, l'habitude étant là, mais enfin bref, on a déjà convenu du fait que c'est l'enquêteur qui pose les questions, le mineur répond à l'enquêteur, le psychologue est là en tant que soutien, c'est ce qui a été signé dans le cadre du protocole avec le parquet de Dieppe. Le psy est vraiment là pour soutenir le mineur. Et on va se rendre compte que ce soutien au mineur, finalement, il est positif pour l'enquête. Donc moi, ça me va bien. Pourquoi? Parce que moi, je suis la tête dans le guidon, clairement. Voilà, on m'a donné pour objectif d'obtenir la vérité. Donc je veux obtenir la vérité. On est des super enquêteurs, on est des chasseurs, on constate les infractions et on attrape les auteurs, on les met en prison. Et puis dans statistique, on a 1 sur 1, on a gagné. Voilà, un délit constaté et une affaire élucidée, bravo. Et puis voilà. Non, ça marche pas comme ça. Clairement, ça marche pas comme ça, surtout avec des mineurs. Donc la psychologue va être là à la fois pour partager avec moi cette charge émotionnelle, parce que clairement, je pense qu'on ne se rend pas bien compte de ce qu'on se prend dans la figure quand en face de nous on a un chou qui a 3 ans ou même une ado qui a 15 ans qui va nous expliquer des choses qui sont trash, hein, clairement, on ne va pas se voiler la face, avec leurs mots à eux, leur vocabulaire qui est propre. En attendant, la charge émotionnelle, elle est violente. Et j'ai envie de dire, je vais être égoïste sur ce coup-là, mais moi, la partager avec Élise ou avec Héloïse, ça me va bien. Hein, on partage tout ça, et puis du coup, on se renforce mutuellement. C'est vas-y, on y va, on fait front, et puis voilà. On va recueillir un maximum d'informations. Une fois qu'on a eu cette phase de mise en confiance, on va privilégier le récit libre, parce que clairement, ce qui est le plus probant dans les auditions de mineurs, c'est ce qui va être amené librement par le mineur. C'est-à-dire quelque chose que moi, je n'ai pas suggéré. Le plus dur, et c'est ce qui ne colle pas du tout dans cette vidéo, hein, finalement, c'est que voilà, le but du jeu, c'est des questions privilégiées, des questions ouvertes, le récit libre. Il faut certes que ce soit un débat structuré, mais avant tout, il faut que ça vienne du mineur, quoi. Et c'est ça qui est le plus compliqué. Hein. Clairement, il faut en prendre conscience, c'est qu'involontairement, on va aiguiller le mineur. Plus on va lui parler, plus on va vouloir mouliner, et plus on va polluer finalement cette audition. Donc la psychologue, elle est également là pour me donner un gros coup de pied discrètement sous la table en verre, c'est pas forcément évident. Mais voilà, si je commence à trop... voilà, donc tu me confirmes, hein, c'est bien une voiture rouge qui était là. Non, c'est pas ça. Voilà. À l'issue, donc une fois qu'on aura eu cette phase de récit libre, c'est ce qui est plus dur pour le mineur, c'est ce qui est plus dur pour nous aussi, parce qu'on tout le monde en prend plein. On va finalement se rapporter aux éléments du dossier, on va lui demander toujours avec ce système de questions ouvertes, de nous préciser certaines choses par rapport aux éléments qu'on a pu réunir avant. Voilà. À l'issue, je vais demander à Élise ou à Héloïse est-ce qu'elles ont des questions, et si jamais il y a une réponse qui est donnée et qui était vraiment pertinente pour que ce soit vraiment probant, je vais reformuler la réponse qui a été faite par le mineur, demander de me confirmer qu'il a bien dit ça, pour que vraiment ce soit recueilli par un OPJ, pas par le psychologue, pour que ce soit vraiment probant. À l'issue, on va tous se réunir, on va faire une pause, on se réunit directeur d'enquête, psychologue et celui qui a recueilli l'audition, et on va partager nos points de vue, on va vérifier qu'on n'a rien oublié, et on reviendra dans la salle d'audition où nous attend le mineur, et on va reposera des questions si besoin est, on ira au bout du bout. À l'issue, on remercie le mineur. C'est quelque chose qui est très important. On n'imagine pas le courage qu'il faut à ces gamins pour venir exposer des éléments traumatisants, dire c'est revivre, ouais, clairement. Hein. Et c'est des éléments très... Enfin voilà, on n'imagine pas le courage, la force qu'il faut à ces gamins pour venir expliquer des choses qu'ils n'ont pas forcément comprises déjà, et puis et à des inconnus. Hein. Donc, moi, je suis en civil. La plupart du temps, je suis en civil. Je ne vais pas dire que ça aide, mais si, je pense. Les seules fois où, finalement, je me mets en uniforme, et ça, on l'a vu avec le procureur, j'aime également entendre des auteurs potentiels mineurs. Quand on a eu beaucoup de faits ces derniers temps de mineurs de 11-12 ans qui avaient procédé à des attouchements ou des viols sur des plus jeunes. Moi, je pars du principe que ça ne doit pas forcément être quelque chose d'inné, dire le gamin qui a fait ça, il est potentiellement lui-même victime. Donc c'est très intéressant d'appliquer ce protocole également aux mineurs présumés auteurs. Bref. Donc une fois que
une fois qu'on a posé les dernières questions, on va remercier le mineur, on va le libérer. Nous, on va se réunir une dernière fois avec la psychologue, le directeur d'enquête, et voilà, on va vraiment donner notre sentiment. Il pourra être acté dans le PV que je rédigerai, notamment le point de vue de la psychologue, parce qu'il est toujours très pertinent. Voilà, c'est 5 phrases, mais c'est 5 phrases qui ont une sacrée valeur sur la procédure. Et voilà, on va lui passer justement la parole à la psychologue avec laquelle vous travaillez. Alors oui, du coup, moi je vais pouvoir compléter ce que vous a présenté Hyper Féo. Pour recontextualiser un petit peu du coup, cette intervention et la façon dont effectivement on a mis en place on va dire ce protocole d'intervention. Vous l'avez évoqué déjà à plusieurs reprises, mais donc une ANIV de Dieppe qui signifie donc unité d'accueil et d'audition des mineurs victimes. Donc c'est une salle bien évidemment qui est au sein de l'hôpital de Dieppe, initialement qui a été ouverte en 2009. Voilà, donc c'est un local qui a été mis en disposition par l'hôpital, mais ce n'est pas une unité médico-judiciaire en tant que telle, puisqu'effectivement ce n'est pas un lieu de coordination des actions malheureusement, et de rencontre des professionnels dans ce cadre-là. Voilà. Dans ce contexte-là, c'était donc fin 2014 où l'association En Parler de Dieppe, qui est membre de la Voix de l'Enfant, est venue nous chercher. Alors nous chercher, je vais souvent dire nous, mais il s'agit effectivement de ma collègue Louise Dubois-Régnier et moi-même, qui sommes donc psychologues, donc à l'AEP initialement, enfin d'ailleurs toujours aujourd'hui, ça fait bientôt 10 ans. Voilà, donc on est psychologue en milieu ouvert sur le reste de notre activité, donc avec des fonctions de régulation auprès des équipes éducatives. On intervient également effectivement auprès des familles dans des mesures plus spécifiques de petite enfance. Je pense que ça parle à pas mal de gens. On a aussi des fonctions de cadre technique. Enfin, voilà. En tout cas, c'est dans ce contexte-là, donc de travail en protection de l'enfance, que fin 2014, donc En Parler est venu solliciter notre directrice pour savoir s'il était possible ou pas de mettre à disposition en fait, du temps de psychologue sur cette unité, puisqu'en effet, aucun psy n'y était rattaché. Et que à ce moment-là, c'est le substitut procureur qui voilà, a demandé à un PJ de faire une audition, cas spécifique, puisqu'il s'agissait d'un petit garçon d'à peine 3 ans. Voilà, donc ça me paraissait important pour la substitut qu'il y ait cet accompagnement qui puisse se faire. Donc c'est dans ces conditions-là, de façon très expérimentale, que nous sommes arrivés avec ma collègue. Une expérimentation qui a, on va dire, rapidement fonctionné, jusque du coup fin 2015, où là, l'ancienne procureure, en fait, a souhaité qu'on puisse du coup développer, on va dire, ce projet, cette intervention. Donc initialement, notre temps en fait, d'intervention il se situait uniquement sur l'audition en tant que telle, et bien évidemment après quand même sur le temps, on va dire, de débriefing avec l'OPJ et un petit peu avec l'enfant et ses accompagnements. Mais en tout cas, voilà, il était uniquement sur le temps de l'audition. Du coup, fin 2015, à la demande donc, de l'ancienne procureure, on a revu ce projet pour l'élargir, pour ce que nous on appelle un petit peu, enfin dans notre jargon, service le protocole en 4 temps, ça fait un peu en 4 saisons, mais voilà, je vais le dire, tout à fait. Où là, du coup, on a développé le projet autour du fait que notre place en tant que psychologue, elle se situe aussi sur l'accueil en fait, du mineur et des accompagnements sur le lieu d'audition, puisqu'effectivement, comme vous l'expliquiez, nous ne sommes pour autant pas référentes, il n'y a pas de référent qui fait cet accueil-là. Donc, on a réfléchi autour de ce temps-là d'accueil, donc évoqué M. Féo tout à l'heure, sur ce temps de l'audition. Alors, cette place dans la salle, elle a été réfléchie en fonction de la demande en fait, des enfants, initialement, de la façon dont eux se positionnaient sur les premières auditions dans cette phase d'expérimentation, quand on leur demandait où est-ce que tu souhaites que je sois pendant ce temps? Est-ce que tu préfères que je sois derrière la Vicentine avec le directeur d'enquête, ou est-ce que tu préfères que je sois là aussi dans la salle? Et systématiquement, les enfants nous répondaient qu'ils souhaitaient qu'on soit dans la salle. De fait, on a pris cette place qui s'est systématisée, mais aussi du fait qu'on n'était pas... comment dire, il y a beaucoup de UMJ où effectivement c'est un sujet dont on parle souvent quand on se réunit avec les autres psychologues, mais où un rapport d'observation est rendu
par le par la psychologue à la fin de l'audition. Nous, dans ce cadre-là et dans ce projet-là, en fait, le rapport d'observation n'a pas été pensé. Nous, notre action, elle est vraiment centrée sur la question de l'accueil et de l'accompagnement, en fait, du mineur et des accompagnants. Donc voilà, libre, on va dire, de cette question du rapport d'observation, du coup, notre place a pu plus spontanément voilà, se faire qu'on la prenne, en fait, en tout cas dans la salle. Comme expliquait Hubert Ferraud, voilà, donc, sur ce temps d'audition-là, on est dans la salle. Après, je pourrais en revenir plus en détail après, mais effectivement, donc, il y a ce temps de débriefing avec l'OPJ et derrière avec la famille, enfin en tout cas avec l'enfant et les accompagnants. Et donc voilà, et bien évidemment, je reviendrai aussi dessus, mais un rendez-vous, une consultation psychologique qui est proposée 8 à 15 jours après, pour revoir en fait l'enfant et les accompagnants. Et donc ce protocole-là, en fait, à compter de fin 2015, on l'a mis en expérimentation. Jusqu'à la signature en fait, d'une nouvelle convention à compter de fin 2016 venant confirmer en fait, voilà, le fait que notre intervention se passe de la sorte au sein de l'INAMI. Voilà. Donc c'est comme ça que l'on procède en fait, depuis fin 2016. Donc du coup je peux revenir un peu plus sur le fonctionnement et sur nos missions. Comme on l'évoquait, en fait, donc le mineur effectivement arrive dans la salle. Donc nous, auparavant, en fait, on est avertis au sein de notre service, puisqu'on a une collègue chef de service qui du coup coordonne en fait pour le coup l'action à notre niveau. C'est-à-dire qu'elle réceptionne en fait l'appel de différents OPJ qui nous sollicitent pour participer à cette audition-là. Donc voilà, on prend rendez-vous, on s'organise aussi en fonction de nos autres activités sur le service de milieu ouvert. Donc lorsqu'on arrive à l'unité, on a déjà des éléments au préalable en fait, de la situation, bien évidemment l'âge de l'enfant, le sexe de l'enfant, les mises en cause, et puis les faits. Globalement, voilà, c'est les informations avec lesquelles on part quand on arrive. Donc quand on arrive sur le lieu, on se présente à la fin aux accompagnants, et puis on se prend un petit temps dans la salle à l'écart avec le directeur d'enquête et puis l'OPJ qui va mener l'audition. On rééchange des éléments pour que ce soit plus ou moins détaillé en fonction des besoins. Et puis pendant que, comme expliquait Hubert, pendant que le directeur d'enquête et l'OPJ, l'enquêteur, voilà, se calme, ne serait-ce que sur la mise en place de la machine pour l'enregistrement, nous on retourne auprès de l'enfant, on retourne auprès des accompagnements, en fonction des possibilités, puisque, voilà, comme on l'expliquait, effectivement, c'est pas un lieu qui est le nôtre. Voilà, on arrive à trouver, voilà, à prendre 5 minutes dans le bureau d'un pédiatre qui n'est pas là, voilà, pour recevoir à l'écart, un peu à l'écart du couloir surtout, parce qu'on est quand même dans un service de pédiatrie, donc il peut y avoir pas mal de passages. Donc on reçoit l'enfant, on reçoit ses accompagnants. C'est un temps en tant que psychologue où on va essayer simplement, voilà, d'évaluer dans quel état d'esprit est l'enfant, quels éléments lui-même a éventuellement, pourquoi il est là, pas là. Quelle est aussi la position des accompagnants en fait, le concernant, s'ils sont soutenants, au contraire, s'ils peuvent être un frein, voilà, quoi. La façon aussi dont ils perçoivent la question de l'audition, quelles sont les différentes appréhensions qu'ils peuvent avoir. C'est aussi un moment en fait, où du coup on va pouvoir observer l'enfant, et ne serait-ce que voilà, et pouvoir évaluer, avoir quelques éléments sur ses capacités de compréhension, ses capacités intellectuelles, tous ces éléments qu'on pourra par la suite, dont on pourra par la suite échanger en fait avec l'OPJ. Voilà. Comme l'expliquait là aussi Hubert Ferraud, par la suite du coup on retourne à la salle, on fait visiter les locaux aussi aux accompagnants pour qu'il n'y ait pas de fantasmes, pour qu'il n'y ait pas d'inquiétude sur ce qui va se passer durant cette salle. C'est aussi rassurant pour l'enfant quand il est avec des parents qui sont là ou accompagnants en tout cas, qui sont là pour le soutenir, de voir que le parent, que l'accompagnement est lui-même rassuré par ce qui se passe. Voilà. Donc on fait visiter et la salle d'audition et l'arrière-salle, voilà, donc derrière la vie de Santin, où est le directeur d'enquête et puis tout le système d'enregistrement. On essaie de rassurer l'enfant, voilà, en banalisant les choses, en disant que voilà, c'est un peu parfois comme dans les films où on essaie de trouver des choses pour que l'enfant voilà, reste pas, se retrouve pas sidéré et apeuré en fait par cette caméra, par le micro, par ce lieu qui se veut de fait de toute façon accueillant, coloré,
installé de manière effectivement là aussi à le rassurer. C'est important de le préciser. Une fois que l'enfant sent qu'il est prêt à pouvoir y aller, on demande bien évidemment à l'accompagnant de sortir, donc il est pas très loin, il est dans le couloir derrière. On s'installe, et puis donc là commence l'audition. Moi, pour avoir été quasiment la totalité des fois dans la salle, je suis effectivement très muette, je ne dis rien, je laisse l'enquêteur faire son travail d'enquêteur. Par contre, il arrive très souvent, effectivement, alors en l'occurrence, quand on arrive au moment de l'audition où les faits sont dits, doivent être redits par l'enfant, où l'enfant va pouvoir voilà, se tourner vers moi, me regarder. Il y a une forme d'étayage à ce moment-là qui peut s'effectuer de ma place. Là, je pense que dans la posture, on peut renvoyer aussi à l'enfant le fait qu'on le croit, qu'au-delà même de la procédure, au-delà même du fait que l'enquêteur est là et parfois est obligé de répéter certaines questions pour s'assurer des propos de l'enfant. Voilà. Notre regard, notre bienveillance à ce moment-là, même dans le silence, peut avoir une fonction rassurante pour l'enfant par rapport à ça, par rapport à sa parole. Alors après, effectivement, comme l'expliquait Hubert, il y a aussi du coup ce partage, sans doute, de charge émotionnelle qui aide aussi. Et puis voilà, en tout cas, on peut permettre à l'enfant à un moment de s'échapper de ce face-à-face, quand il est face à des questions très intrusives, et de pouvoir effectivement être rassuré par notre regard. J'essaie de raccourcir. Nos interventions sont extrêmement limitées d'un point de vue verbal dans la salle. Les quelques fois où quand l'OPJ me donne la parole sur la fin de l'audition, enfin en tout cas avant la pause, les quelques fois où il m'est arrivé de prendre la parole, c'est éventuellement pour poser des questions, mais très larges et indépendamment de l'enquête. Un exemple très concret, récemment, un jeune garçon de 16 ans qui a été auditionné, puisqu'il était victime de viol, mais un jeune garçon qui a été auditionné dans ce cadre-là du fait qu'il était aussi très déficient sur le plan intellectuel. Et du coup, voilà, l'OPJ était un petit peu embarrassé, je sentais bien dans ces questions, parce que le jeune, en fait, exprimait le fait qu'il y avait eu contrainte, mais manifestait pas d'émotion en termes de peur, en termes de crainte. Voilà. Bon, l'hypothèse que j'en ai rapidement fait à l'observer, et avec ce temps au préalable de l'accueil, c'est que c'était un jeune qui, de fait, sans doute de sa déficience, ou pour plein d'autres fragilités qui étaient les siennes, indépendamment de l'acte en tant que tel, en fait, n'était pas en capacité d'être connecté, on va dire, à ses émotions et de ressentir cette peur. Donc voilà, la seule intervention que moi j'ai pu avoir à ce moment-là, c'est simplement de demander à ce jeune, est-ce que dans la vie de tous les jours, est-ce qu'au quotidien, il y a des choses qui te font peur? Voilà. Après, donc, l'expliquer Hubert Féot, donc on fait une pause. Donc là, c'est vraiment ce temps-là où on échange véritablement sur toutes les questions et tout ce que moi j'aurais pu effectivement avoir envie de demander. On retourne dans la salle d'audition et l'audition se termine à ce moment-là. Je vais essayer de faire encore plus court pour la fin. Voilà. Suite à ça, donc, il y a bien évidemment un temps d'échange avec le directeur d'enquête, avec l'OPJ. On revoit la famille, enfin en tout cas, encore une fois, l'enfant et son accompagnant. On reprend les éléments, on essaie aussi de rassurer, voilà, les situations sont très très variées, j'essaie de faire très court. Et on propose un entretien qui, là encore, absolument sans aucune obligation, mais en tout cas, on explique qu'on est là, qu'on est présent, qu'en tant que psychologue, on a été là au cours de l'audition, mais qu'on peut aussi proposer de revoir l'enfant et ou son accompagnant, parce qu'effectivement, en fonction des situations, on voit bien que c'est plus ou moins l'autre qu'on a besoin. Enfin, voilà, on s'organise et on propose ce temps-là pour leur permettre, dans l'après-Covid, à 15 jours après, de pouvoir s'exprimer autrement. L'idée étant effectivement à ce moment-là de rentrer vraiment dans la question du soin, de pouvoir proposer autre chose, d'orienter aux besoins vers les services de droit commun, vers la CNP, et puis bien évidemment là, de redonner complètement sa place au sujet, à l'enfant en tant que sujet et non pas que en tant que victime dans la question de la procédure. Voilà, là j'ai fait très très court sur la fin. Oui, ça m'a tout dit. Je pense quand même qu'on a bien saisi la méthode et le contexte dans lequel vous travaillez tous les deux, mais pas seulement vous, puisque vos collègues aussi utilisent la même méthode. Alors, je vais passer la parole à Valérie Gall, qui travaille à Évreux, dans un autre contexte, et peut-être pas tout à fait de la même façon. Bien, merci de me donner la parole. Je remercie l'association Lénie, les organisateurs
cette journée qui, ma foi, depuis ce matin, me passionne. Parce qu'effectivement, travaillant en protection de l'enfance, sur une consultation de prise en charge du psychotraumatisme, et en particulier, et notamment, on va dire, pédiatrique, je coordonne aussi l'une des nombreuses, mais pas assez nombreuses, salles, les unités d'accueil médico-judiciaire pédiatrique, donc sur le site de l'hôpital d'Évreux, où on accueille effectivement des mineurs victimes. Au départ, simplement, le protocole prévoyait la prise en charge des victimes mineures d'agressions sexuelles, et puis on a élargi à d'autres types de faits. Le fonctionnement, alors je ne vais pas revenir sur le fonctionnement parce que les collègues en ont parlé. Chez nous, à Évreux, le fonctionnement de la psychologue il est un petit peu différent. C'est-à-dire que la psychologue procède à un entretien d'accueil avec le mineur qui préfigure déjà une séparation avec ses accompagnants et qui permet aussi aux mineurs d'avoir un espace de parole propre avant l'audition. C'est aussi un temps dans lequel on va donner des informations aux mineurs, répondre éventuellement à ces questions. On a beaucoup parlé ce matin de la question du discernement autour des procédures par rapport aux mineurs. Effectivement, cette question-là, pour moi, elle passe aussi par l'information qu'on peut donner aussi aux mineurs. Et Dieu sait si une procédure judiciaire, c'est déjà assez compliqué à comprendre pour un adulte. Alors on imagine que pour un enfant qui n'a aucune connaissance préalable de ce que pourrait être une audition ou quelque chose comme ça, il est bien évident que avant de parler de discernement, il faut peut-être déjà parler d'information du mineur et également de parler de support d'information adapté aux mineurs, ce qui n'est pas évident. Et ça, je pense que globalement, d'ailleurs aussi sur les unités d'accueil médico-judiciaire pédiatrique, je crois que c'est aussi rendre l'enfant acteur que de lui donner l'information. C'est peut-être des choses aussi qu'on aura à travailler sur l'information adaptée aux mineurs. Bref, donc la psychologue accueille le mineur, donne cet espace de parole, essaie de dispenser l'information qui lui est nécessaire, répond à ses questions. Et puis ensuite, chez nous à Évreux, alors le psychologue n'est pas dans la salle d'audition, il est derrière la glace Santin, parce qu'au cours de l'entretien de préparation à l'audition, le psychologue aura aussi un œil sur le niveau de développement de l'enfant, qui va pouvoir être utile aussi à décrypter, ou du moins qui va permettre de donner des repères sur ce qu'est capable de produire l'enfant en termes de parole et de témoignage. Alors il faut savoir que finalement, une audition mineure sollicite, alors c'est un exercice difficile, vous l'avez rappelé, déjà pour un adulte, je le souligne encore une fois, mais alors pour un enfant ça l'est d'autant plus, je pense, ça peut l'être d'autant plus. Qu'est-ce qui est sollicité au moment de l'audition? On va demander à l'enfant des compétences verbales, parce qu'effectivement la procédure judiciaire, je dirais qu'elle est créée par des adultes, en partie pour les adultes. Effectivement, la question se pose, est-ce qu'elle est aussi à la dimension de l'enfant, en termes d'accueil et en termes d'écoute aussi, ou d'outils d'écoute de la parole de l'enfant? Voilà. Est-ce que la société, est-ce que les adultes sont prêts à se mettre à la hauteur des enfants pour entendre en réalité ce qu'ils ont à dire, mais dans leur registre à eux? Il serait ridicule de prétendre amener les enfants à verbaliser dans notre registre d'adultes, alors que sur le plan du développement, ils n'en sont pas là. Donc c'est plutôt effectivement à l'adulte de faire l'effort de se mettre à niveau. Et pour ça, il faut comprendre à quel niveau est l'enfant. Et avoir un regard sur le niveau de développement de l'enfant, c'est avoir un regard sur les compétences dont il dispose et qu'il va pouvoir mettre en œuvre dans l'audition pour produire ce que la justice attend de lui, c'est-à-dire son récit.
Alors, on va solliciter des compétences en termes de mémoire, mais la mémoire de l'enfant ne fonctionne pas encore tout à fait comme celle de l'adulte. On va solliciter des compétences verbales, on va solliciter des compétences en termes d'attention. Est-ce qu'un adulte... alors, si un adulte peut tenir une audition d'1h30, quelles sont les compétences en termes d'attention d'un enfant de 4 ans qui vont varier aussi par rapport à un enfant de 6 ans, voire de 7 ans. Enfin voilà, déjà de 2 ans à 17 ans, on a un monde. Hein. Donc voilà, il y a des choses très précises à évaluer dans le niveau de développement de l'enfant. Alors à Évreux, on part avec comme dans beaucoup d'unités d'accueil médico-judiciaire aussi qui fonctionnent comme ça, on se fait une idée du niveau de développement de l'enfant, où il en est, son état aussi, hein, on va questionner ses prédispositions, ses capacités psychiques aussi, à l'instant T, quand on va l'auditionner, est-ce qu'il est en mesure psychologiquement de se soumettre à cette audition. Et quand l'audition, qui est menée donc, par un officier de police judiciaire, quand l'audition se déroule, le psychologue reste en dehors de la salle d'audition, derrière la glace sans teint, où il va observer en fait le dispositif d'audition et aussi le mineur dans l'audition. Alors c'est un peu de la prise de notes en direct, hein, mais on va relever des éléments, non pas du fond, mais de la forme du discours. Hein. Le fond ne nous intéresse pas, ça intéresse les enquêteurs, c'est le travail de l'enquêteur d'aller chercher des éléments de fond pour son dossier. Ce qui nous intéresse, nous, c'est d'observer la forme, à quel moment le mineur va être moins attentif à l'audition, à quel moment il va décrocher complètement, quel mode de défense il manifeste ou il met en place à tel ou tel moment de l'audition, quelles émotions vont transpirer à tel ou tel autre moment. Voilà, donc on garde un œil observateur sur la situation. Nous n'intervenons pas, sauf pour une seule raison. L'une des préoccupations premières de notre mission est surtout la protection de l'enfant. Donc nous intervenons dans l'audition par le biais d'une oreillette uniquement quand on voit que l'enfant est très mal, qu'il est angoissé ou qu'il se passe quelque chose de trop difficile pour lui. Donc là on intervient dans ce sens-là, mais on n'intervient pas sur des questions d'enquête. Bref. Alors, c'est vrai que ces unités ont été... la nôtre est ouverte depuis 2011, mais ça faisait déjà 6 ans pratiquement qu'on essayait d'en ouvrir une parce qu'on rencontrait beaucoup de résistance. Ça paraît hallucinant, mais on a eu beaucoup de mal à ouvrir cette unité qui pourtant tombait sous le sens. On avait les moyens, on avait tout ce qu'il fallait, mais il a fallu du temps. Alors c'est une avancée, hein. Même nous on a avancé depuis 2011. Au début les psychologues arrivaient, on se disait bon, qu'est-ce qu'on va faire, oui, de l'accueil bienveillant, etc. Mais non, en fait non, c'est une situation qui est très complexe, le recueil de la parole de l'enfant, et même en ayant des connaissances sur le développement de l'enfant, la psychologie de l'enfant, la sexualité de l'enfant, tout ce qu'on veut, et bien nous on a eu aussi à faire ce travail de se situer dans ces unités-là. Et oui, ça fait déjà 20 ans, c'est ça, depuis la loi du 17 juin. Et puis l'autre jour, je tombais, alors je me disais, on a quand même fait beaucoup de progrès. Et puis l'autre jour, je tombais sur un rapport du Sénat rendu cette année sur la protection des mineurs dans la procédure judiciaire. Et je lisais que, effectivement, ce rapport disait que, bien qu'il y ait eu des avancées, il y a quand même... il faut quand même souligner le fait que la procédure, la machine judiciaire est vécue toujours comme une machine qui broie, Martine, qui peut broyer, on va dire, même si à côtoyer des enquêteurs, des juges, on sait qu'individuellement, chaque personne est attentive à la protection de l'enfant.
Et le système certainement, c'est le système qui de lui-même est violent. Et Madame Caroline Meunier, juge des enfants ce matin, lui disait clairement, sur une procédure en instruction, l'objet principal c'est la vérité, c'est pas l'enfant. Hein. Voilà. Donc là, dans le cadre du recueil de cette parole, dans nos salles d'audition, on sait très bien que l'enfant, d'abord, il va venir, il va parler. Si on se met, nous, aujourd'hui, au niveau de l'enfant, comment, lui, il va prendre connaissance de cette procédure? Lui, l'enfant, c'est pas trop son problème, au départ, la procédure. Son problème, c'est que y a tonton, ou l'instituteur, ou je ne sais qui lui a causé des gros ennuis, et que, souvent, d'ailleurs, les révélations sont assez tardives chez les enfants. Pourquoi? Parce que l'enfant, il est souvent dans une tractation interne. Il va voir, est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas, est-ce que je peux en parler, quel est le bénéfice ou le risque d'en parler. Et souvent, on a des révélations qui sont plutôt tardives, au risque d'ailleurs de laisser le temps effacer certaines preuves matérielles. Hein. Souvent, on est aussi dans ce type d'agression, dans un huis clos qui est imposé par l'agresseur, donc pas de témoin, et on sait ô combien, pour cette procédure, le moment de l'audition va être crucial, parce que des fois, on va avoir des procédures qui ne vont reposer quasiment que sur la parole de l'enfant à cet instant-là. Voilà. C'est pour ça que il nous faut avoir les outils pour démarrer correctement et de manière optimale cette procédure, et aussi de faire en sorte que l'enfant soit dans une situation optimale lui aussi pour pouvoir révéler les faits qu'il souhaite révéler. Donc lui, il en parlait, il a longtemps laissé mijoter ça dans sa tête. Et puis un jour, alors on pourrait parler des processus qui amènent un enfant à faire des révélations, mais en tout cas, un jour, c'est le moment, parce que voilà, la conjoncture est telle qu'à ce moment-là, je peux parler. Alors, peut-être parce que je n'en peux plus de ne plus parler, j'en peux plus d'être angoissée, ou parce que j'ai un adulte là qui a l'air d'être bienveillant et qui peut m'écouter. Pour quelles que soient les raisons, l'enfant va parler à un moment donné. Et pour lui, si vous voulez, c'est la fin de quelque chose. Il dit, ça y est, je parle. Nous, adultes, on va accueillir sa parole, et pour nous, ça va être le début. Alors que pour lui, c'est une forme de fin. Pour nous, ça va être le début d'une procédure judiciaire. Je parle nous, adultes. Alors là aussi, quand on auditionne un enfant, il a parfois ce sentiment de dire, voilà, j'ai parlé, maintenant c'est terminé, et j'ai plus de temps. D'accord. Et voilà, et en fait... je pense que, enfin tout ça pour dire qu'il est, à mon sens, temps et normal d'être, nous aussi, adultes, relativement clairs avec l'information qu'on va pouvoir donner aux enfants, pour les rendre aussi acteurs de cette procédure. Je dirais même parfois qu'il faudrait qu'on soit plus souvent, alors peut-être le mot va vous choquer, mais je vais dire honnête à l'égard des enfants, voilà, parce que au moment où il va parler, oui, ça risque d'être compliqué, on le sait, donc pourquoi le cacher à l'enfant? On le sait, les enquêtes le prouvent. Ça va être compliqué, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas l'accompagner, mais je crois qu'il faut commencer, si on veut faire de ces enfants de futurs citoyens ayant confiance aussi dans la société qui les accueille, la société d'adultes qui les accueille, je crois qu'il faut être clair avec ces enfants. Et si on veut les rendre acteurs de leur procédure et acteurs dans leur statut, il faut pouvoir aussi leur dire, avec une information adaptée, mais leur dire la vérité sur ce qui les attend et sur leurs droits aussi. Voilà. Je m'arrête là. Merci. Je voudrais
mais que ce soit bien retenu. D'une part, c'est bien le procureur qui est à la manœuvre pour ordonner ces auditions d'enfants, mais qui est aussi, si nous n'avons pas un procureur qui en décide, il n'y a pas de lieu d'audition des enfants. La difficulté est ça. Merci d'ailleurs au tribunal d'Évreux de nous avoir donné en quelque sorte le procureur d'Évreux à Dieppe, parce que ça a facilité la mise en place de notre lieu d'audition, car il était évidemment bien convaincu et il a été très aidant, le président du tribunal aussi. Deuxième chose, en effet, ce sur quoi tu as conclu Valérie, c'est il faut être honnête avec les enfants. Moi j'ai trop souvent lu dans des procès-verbaux, on dit à l'enfant qui a un petit peu du mal à s'exprimer, alors on dit « mais t'inquiète pas, tu me parles à moi, puis après c'est fini, t'en entendras plus jamais parler ». C'est une malhonnêteté épouvantable, c'est un mensonge. Alors on demande à l'enfant d'être honnête et de ne pas mentir, et puis on commence par lui faire un mensonge en lui disant « tu sais, on t'enregistre, c'est pour que tu n'en parles plus jamais ». Donc ça, il faut vraiment arrêter avec ça. Et la troisième chose, c'est que c'est ce que vous avez dit tous les deux, parce que vous vous connaissez, c'est-à-dire qu'au fond, la pluriprofessionnalité, ça sert à s'étayer aussi les uns sur les autres, parce que c'est quand même pas facile d'entendre, et j'ai souvent entendu certains de nos collègues dire moi j'en ai auditionné 300 cette année, mais j'en peux plus de ces histoires-là. Mais oui, bien sûr, je crois qu'on ne vient pas forcément gendarme ou policier ou magistrat pour entendre en permanence parler de problèmes de sexe. C'est compliqué, c'est difficile émotionnellement, et je crois que cette pluriprofessionnalité, ça nous aide les uns et les autres à porter ça, tout en aidant justement l'enfant, parce qu'on va pouvoir maîtriser en effet ces émotions que ça nous donne de les écouter. Alors, quelques questions de la salle avant qu'on passe à la table suivante. Docteur Enoch. Jean-Luc, juste pendant que le micro circule, deux petites informations sur les unités aussi. Un petit côté sympathique. À Orléans, ils ont introduit dans les unités le rire médecin. C'est-à-dire que les clowns sont là pour accueillir l'enfant avant l'audition et reprendre en fait l'enfant après l'audition. Et on s'est aperçu que chez certains enfants, ça libérait vraiment la parole. Et la deuxième proposition qui est faite, qui est en cours, c'est un procureur qui souhaite ouvrir une unité d'accueil et d'y faire entrer un chien pour aussi que ce chien puisse aider des enfants qui aiment les animaux, qui se sentiraient rassurés. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure, voilà, les unités aussi évoluent et qu'il est important de répondre aux besoins de l'enfant et pas ce qui pourrait le déranger, parce que la première réaction c'est des clowns à l'hôpital, bon, pour les enfants malades oui, mais là non, et un chien avec tous les microbes, hein, vous ne vous rendez pas compte. La canithérapie. Alain? Oui, Alain Enoch, pédiatre et généticien, j'ai été médecin-chef, je suis médecin-chef honoraire de l'hôpital du centre hospitalier du Belvédère. Bon, j'ai beaucoup apprécié votre intervention. D'ailleurs, depuis ce matin, moi, je suis aux anges. Bon, madame, dans le milieu des années 90, j'ai créé au CHU de Rouen, à coup de forceps, une unité d'accueil de l'enfant victime. Malheureusement, nous n'avons pas le système d'enregistrement, et je ne sais pas du tout ce qui est devenu cette unité, parce que je suis à la retraite depuis 17 ans. Donc j'ai pris un peu de distance avec l'enfance maltraitée. Par contre, je m'occupe toujours de périnatalité. J'avais d'autres questions que je vais poser en vrac. La première, c'est que écouter l'enfant n'est pas forcément croire l'enfant, mais qui met en doute la parole de l'enfant est censé être complice des auteurs. Donc je me méfie un peu. de ça, mais je pense que tout de même, il ne faut pas oublier qu'il y a 65% de fausses allégations d'abus sexuels dans les divorces conflictuels. Hein, je crois qu'il faut être assez raisonnable. Et il n'y a pas d'études convaincantes là-dessus. La seule étude française qui a été faite sur le sujet, c'est moi qui l'ai faite, et ce n'est pas ces chiffres-là. C'était pas ce chiffre-là. Moi, j'ai lu ce chiffre-là. Oui, ceci étant, fait partie des fake news. Ah bon, ceci étant, c'est quand même un problème non négligeable. Et la deuxième chose, qui a un peu rapport avec ce truc-là, je voudrais savoir où on en est juridiquement, parce qu'on a parlé beaucoup de manipulation d'enfants, et ça, c'est pas discutable, et je voudrais savoir où en est la reconnaissance juridique du syndrome d'aliénation parentale. Mais c'est un peu marginal comme question. Alors moi, je voudrais répondre à votre deuxième question. La première chose, c'est que j'aimerais beaucoup que le CHU maintenant travaille avec des gens comme vous
Et je vais rencontrer tout à l'heure ma collègue pédopsychiatre Priscille Gérardin, et je vais lui suggérer de relancer le pôle d'accueil. Tout à fait, et on ira ensemble vers rencontrer le procureur. Bon, très bien. Parce qu'on a dit qu'on passait par le procureur et avec Jean-Luc. Pour votre deuxième question sur ce qu'on appelle les fausses allégations, je pense justement que les unités sont une des réponses. Parce que qu'est-ce qui fait souvent que les mamans, souvent ce sont des mères qui ont été elles-mêmes victimes ou qui ont été dans une situation familiale incestueuse. Et parfois, on passe du climat incestueux à des révélations, voilà. Et les unités permettent ça, parce que ces unités de lieu, de temps et d'action, avec ce travail, même si c'est pas... mais vous travaillez, on voit bien quand même tous ensemble, hein, permet justement de croiser les regards, d'échanger et de ne pas tout de suite engager une procédure, puisque là, c'est tout l'intérêt de ces unités, on est dans le cadre d'une enquête préliminaire. Et ces mamans qui souvent sont perdues avec ce climat qu'elles vivent, cet homme qu'elles rejettent, et voilà, ils ne savent pas comment, et parfois l'enfant otage, eh bien elles sont rassurées, parce que d'abord elles sont reçues dans un seul lieu, elles comprennent que leur dossier ne va pas se balader. Combien de fois on a entendu « et mon dossier, les gendarmes ou la police n'ont pas fait suivre », là elles savent que ça part directement, donc c'est pas là non plus la réponse qui va résoudre tous les problèmes, mais c'est une des réponses, et on a pu... constaté avec des procureurs qui nous disaient qu'ils avaient beaucoup moins de situations de fausses allégations. Parce que l'unité était une des réponses, avec ensuite, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on va vers l'enfant. Donc, quand un enfant est accueilli dans une unité, que l'audition révèle que c'est plutôt un climat familial, l'enfant va être aussi pris en charge, parce que cet enfant, il est souffrant. Et c'est important qu'il ne soit pas dans la nature après comme ça. Donc, les équipes s'assurent que via d'autres psychologues ou un autre service, puissent prendre l'enfant en charge. Et sur le syndrome d'aliénation parentale, le comité stratégique du DSM-5 a refusé d'inscrire dans donc cette classification des troubles le syndrome d'aliénation parentale, et pour ce qui concerne la France, j'ai lu au moins 2 jurisprudences disant que comme ça a un caractère non scientifique, voilà, c'est pas recevable. Après, je dirais que c'est plutôt un truc pour avocats, sans aucune critique à l'égard des avocats, mais voilà, il y a quelques cliniciens qui soutiennent ça, mais enfin ça ne tient pas debout, mais je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi. Une autre question peut-être avant qu'on passe à votre débat. Je vois une main là-bas. Directeur à la PJJ. Vous avez dit à un moment donné que pour l'enfant qui parle, c'est la fin d'une histoire, pour nous c'est le début. Je crois que souvent c'est aussi le début d'une autre histoire pour l'enfant, puisqu'il va avoir des fois 1 an, 2 ans, avant qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas un procès. S'il n'y a pas un accompagnement qui est prévu, il peut le vivre très seul, et il sera sûrement encore plus seul s'il y a un classement sans suite. Par rapport à ce que j'ai entendu sur les allégations d'enfants, de nombre de fausses allégations, il ne faut pas nier que ça n'existe pas, mais il ne faut pas peut-être non plus généraliser. Et on le voit actuellement dans certaines situations de divorce, où avant c'était un parent qui tripotait les enfants, maintenant c'est un papa qui est radicalisé. Et donc, effectivement, ça existe, c'est marginal, mais il ne faut pas passer à côté. Oui, est-ce que quelqu'un veut reprendre là-dessus? Oui, peut-être. Enfin, moi, du coup, ça m'évoque ce matin, effectivement, ce qui était dit sur la question de la manipulation. En effet, on l'a en tête, et quand Hubert Féaud parlait tout à l'heure du fait que parfois, il y a des classements sans suite qui sont finalement des issues, entre guillemets, positives par rapport à ces auditions, c'est qu'effectivement, le travail dans la salle d'audition, il a vocation à ça aussi, à pouvoir mesurer, au travers de la parole de l'enfant, comme le disait ce matin la juge des enfants,
Par exemple, quand on entend un enfant qui tient des phrases qui ne sont pas celles d'un enfant, mais celles d'un adulte qui sont répétées, ça, on le prend en compte. Et effectivement, au travers de ce type d'éléments, on peut parfois se rendre compte, bien évidemment plus ou moins facilement, mais que l'enfant est pris dans un conflit et que en effet, peut-être il y a fausse allégation. Mais ça, bien évidemment, qu'on l'a en tête quand on vient écouter l'enfant. Comme on l'évoquait, l'idée n'est pas de prendre la parole de l'enfant en tant que tel pour vérité absolue, mais de l'écouter dans ce qu'il a à dire et dans le sens, effectivement, de ce qu'il vient dire. Une phrase qui me vient, c'est qu'effectivement, l'enfant, enfin, ça a été évoqué plein de fois, mais quand il vient là, quand il est là pour être entendu, c'est pas pour porter plainte en tant que tel, c'est vraiment pour exprimer sa souffrance et sa difficulté au moment où il est. Voilà. L'enfant qui n'est pas vraiment victime de ce qu'il dit est parfois victime d'autre chose. C'est pour ça que cette histoire de fausse allégation qui, voilà, ça sert de polémique, il est au moins, comme disait le grand pédiatre qui était Michel Manciot, il est au moins victime d'une manipulation. Parce que s'il est venu dire ça jusque dans une gendarmerie, c'est qu'on l'a manipulé pour ça. Et donc, il y a bien effectivement là une victimisation. Mais l'enfant n'est pas toujours victime, ou pas autant victime que ce qu'il dit. C'est-à-dire que vous avez parfois des enfants, je pense que vous avez dû en rencontrer, qui en rajoutent un peu. C'est-à-dire qu'ils ont bien été victimes, en effet, par exemple, d'attouchements sexuels. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'enfants de 6-7 ans qui parlent de viol, alors qu'il ne s'agit que d'attouchement, mais parce que c'est le seul mot qu'ils connaissent. Mais ce n'est pas un mensonge, c'est simplement parce qu'on leur en parle comme ça, ils en entendent parler comme ça, et donc ils disent ça. Puis, en effet, l'audition va permettre de comprendre, et l'examen médical aussi, qu'il ne s'agit pas exactement de ça. Ça ne veut pas dire que c'est une fausse allégation, ça veut simplement dire que l'enfant dit les choses à sa façon, et parfois, en effet, il n'est pas tout à fait victime de ce qu'il dit, mais il est quand même victime de quelque chose. Et les choses sont difficiles. Après, en effet, il appartient au parquet de dire si l'infraction est caractérisée ou non, ce qui entraîne les classements. Nous allons terminer avec cette table ronde. J'ai une petite question, Jean-Luc. Une toute petite dernière, qui est une question peut-être un petit peu plus à Mme Rousse. Donc toujours Sylvie Duhamel. Je trouve, enfin, est-ce que vous pensez que la présence de ces unités au sein des hôpitaux favorise vraiment le suivi et l'accompagnement du mineur victime? Je dirais que moi, ce que j'ai observé, et en ayant pris en charge de nombreux auteurs mineurs aussi, pour le coup agresseurs sexuels, nous on a toute une batterie qui se déploie pour eux, c'est-à-dire que très rapidement on peut faire du suivi en pré-sententiel, très rapidement on va organiser des choses, et on a des parents, donc la victime qui est aussi souvent à l'intérieur même de la famille, dans 80% des situations, pour nos mineurs en tout cas, sont très démunis et doivent se tourner vers des psys en libéral, qui je peux aller voir. Donc je trouve que le parcours de la victime, il ne s'arrête pas juste à l'audition, mais est-ce que ces unités ont vocation à améliorer, je dirais, l'accompagnement, le suivi qui peut être proposé au-delà des entretiens psychologiques liés à l'audition? Alors je vais vous dire oui tout de suite et je passe la parole à Valérie. Non, non, alors je vous réponds oui tout de suite, je pensais que Valérie allait rebondir ou Élise. Oui, parce que comme je le disais tout à l'heure, souvent un rendez-vous est pris après, même si l'enquête, il n'y a pas de suite après l'enquête. Vous parliez d'un classement sans suite tout à l'heure. Dans plusieurs unités, il y a eu un travail de fait aussi avec le parquet. Et le parquet va expliquer à l'enfant, parce que ce qui est important, et vous l'avez dit à plusieurs reprises, il ne faut pas mentir à l'enfant. Il faut lui parler, il faut lui dire. Et s'il y a un classement sans suite, de plus en plus, nous discutons avec le parquet pour qu'une information, que l'enfant soit reçu. C'est pas du coup, c'est pas le magistrat qui va aller vers l'enfant. L'enfant va être reçu et on va lui expliquer, avec ses mots, selon son âge et sa maturité, pourquoi il n'y a pas de poursuite. Mais que si, et on l'a vu dans une affaire à Angers, 3 ans après, l'affaire est ressortie parce que cette petite fille qui était venue parler était une grande sœur, et que quand le père a touché à la petite sœur, elle est revenue, et le dossier. Mais pendant ce temps-là, elle a pu revenir parce qu'elle avait été suivie. Donc, dans la majorité, le problème, c'est la question que vous soulevez, c'est que quand vous attendez
4 à 6 mois pour avoir un rendez-vous et qu'il faut aller à l'extérieur, et ça a été dit ce matin, payer des consultations, c'est pas possible. Et à ce moment-là, c'est vrai que l'enfant qui a fait des révélations, qui n'est pas suivi, même pendant le temps de la procédure, parce qu'il n'y a pas de mise en charge pendant ce temps-là, hein. Donc souvent c'est l'inquiétude des parents quand c'est une personne extérieure ou même un membre de la famille ou autre. Donc l'enfant n'est pas suivi, et ça c'est absolument catastrophique. Donc c'est vrai qu'il y a une prise en charge, si possible, dans le milieu hospitalier, s'il y a eu une prise en charge dans une unité. Sinon, très souvent, il y a des associations qui ont développé des services avec des psychologues, mais ce n'est pas gratuit, et les gens vont vers l'extérieur, d'où ce combat que l'on mène. Alors je ne sais pas, je me tourne vers Marie Derain, nous ne savons pas là si on l'a demandé, qu'il y ait cette prise en charge, le remboursement de ces consultations chez les psychologues qui auraient un agrément, parce qu'il faudrait aussi qu'ils soient formés, ça ne peut pas être n'importe quel psychologue non plus qui suive ces enfants, qu'ils soient auteurs ou victimes. Souvent, quand ils ont jeunes auteurs, malheureusement, souvent ont été victimes d'une chose ou d'une autre. Et donc, il est important, et c'est des combats que, en tous les cas, même le CNPE, avec Marie Derain, et que même plusieurs associations. Merci. Juste une chose, c'était pour répondre à la question de très court, parce qu'il faut qu'on passe. Par rapport, c'est important parce qu'il faut que vous sachiez qu'il y a une proposition, un petit article qui va être proposé dans la réforme de la justice sur justement le renforcement de la loi du 17 juin 1998, parce que beaucoup d'enquêteurs disent nous on n'est pas couverts par la loi si on auditionne, si on filme des victimes autres que victimes de violences sexuelles, puisque la loi c'est les violences sexuelles. Donc on va faire une proposition d'un petit article juste qui permet d'élargir la loi sur toutes les formes de violences faites à des enfants, et aussi pour les enfants victimes, les enfants témoins, pour qu'ils puissent être filmés, enfin auditionnés et filmés. Merci.